Mes chers compatriotes, depuis la survenance de cette crise, je n'ai ménagé aucun effort avec l'aide des Camerounaises et des Camerounais de bonne volonté pour rechercher les voies et moyens d'une résolution pacifique de celle-ci. Dans un souci d'apaisement, j'ai même décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de cette crise. Dans le même ordre d'idées, j'ai adressé une offre de paix aux membres du groupe armé en les invitant à déposer les armes et à bénéficier d'un processus de réintégration dans la société. À cet effet, un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a été créé. Les centres régionaux de désarmement accueillent progressivement de nombreux ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Nous allons continuer à déployer les efforts nécessaires pour que ce processus soit pleinement opérationnel. Au plan humanitaire, j'ai décidé du lancement d'un vaste plan d'assistance à nos compatriotes éprouvés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'ai également créé un centre de coordination de l'action humanitaire chargé de mettre le 10 plans en œuvre. Je voudrais à cet égard dire merci aux partenaires internationaux qui nous accompagnent dans cette initiative. Mes chers compatriotes, pour expliquer cette crise, il a souvent été évoqué un sentiment de marginalisation qu'éprouveraient les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voudrais à cet égard redire à nos compatriotes de ces régions, mais également à ceux des 8 autres régions du Cameroun, que la marginalisation, l'exclusion ou la stigmatisation n'ont jamais inspiré l'action des différents gouvernements que j'ai formés depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite, et dans un pays en développement tel que le nôtre, confronté à de multiples défis et ne disposant que de ressources limitées, de nombreux besoins restent encore insatisfaits dans toutes les régions. Fort du soutien massif que vous m'avez accordé lors de la dernière élection présidentielle, je continuerai à œuvrer sans relâche avec toutes les filles et tous les fils de notre pays à relever les multiples défis auxquels nous sommes confrontés pour améliorer le bien-être de nos populations, notamment en matière d'infrastructures, d'approvisionnement en eau et en électricité, de couverture sanitaire et d'emploi des jeunes. Mes chers compatriotes, le 4 janvier dernier, j'ai procédé à un important remaniement ministériel avec notamment la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Le choix de ces responsables a, comme à l'accoutumée, été principalement guidé par leurs qualités humaines et professionnelles, leurs compétences et leur expérience. Je voudrais néanmoins souligner que, fidèle à la politique d'équilibre régional que je n'ai cessé de promouvoir, j'ai choisi un Premier ministre originaire de la région du Sud-Ouest.
son prédécesseur, qui a quant à lui passé près de 10 ans à ce poste clé, était originaire de la région du Nord-Ouest. De fait, depuis le 9 avril 1992, les premiers ministres chefs de gouvernement ont été choisis parmi les ressortissants de ces deux régions. Malgré cela, certains continueront à parler de marginalisation des populations de ces régions. En fait, il y a lieu de reconnaître au plan général que la nature humaine est ainsi faite qu'il n'y aura jamais assez de postes de responsabilité pour satisfaire toutes les régions, tous les départements, les arrondissements, les villes, villages, familles et citoyens de notre pays. Chaque choix continuera de provoquer de la joie lorsque l'on sera distingué et de la tristesse lorsqu'on ne le sera pas. Il est cependant indispensable que nos mentalités évoluent sur ce point. S'il est nécessaire de tenir compte de l'équilibre régional dans des pays neufs, à la structuration sociologique diverse telle que le nôtre, il est indispensable de rappeler que les ministres et autres responsables ne sont pas nommés seulement pour servir leur région, leur village ou leur famille, mais l'ensemble de la communauté nationale. Ils doivent être au service de l'intérêt général et non des intérêts particuliers. C'est pourquoi, depuis mon accession au pouvoir, je ne cesserai de mener avec acharnement la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics et de promouvoir la bonne gouvernance. Mes chers compatriotes, depuis la survenance de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, jamais le terme dialogue n'a été autant évoqué, prononcé, voire galvaudé. À l'interne comme à l'international, chacun y est allé de ses propositions et de ses suggestions. Certaines d'entre elles réalisent, d'autres nettement moins. Les conseils ont afflué, certains avisés, d'autres intéressés. D'aucuns se sont même risqués à des injonctions. Des initiatives multiples et diverses ont également fleuri. La plupart du fait de personnes de bonne foi, de pays ou d'organisations véritablement soucieuses du devenir de notre pays et du bien-être de nos populations. Qu'il me soit permis de les remercier pour leurs efforts et leurs témoignages d'amitié. Il y a toutefois lieu de remarquer que la prolifération de ces initiatives s'est parfois malheureusement appuyée sur des idées simplistes et fausses procédant de la propagande sécessionniste. Il en est ainsi de la prétendue marginalisation des anglophones, de la persécution de la minorité anglophone par la majorité francophone, du refus du dialogue par notre gouvernement au bénéfice d'une solution militaire à la crise, ou encore des accusations ridicules de génocide. S'agissant du dialogue lui-même, la question s'est toujours posée de savoir avec qui. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment les réseaux sociaux, ont malheureusement favorisé l'apparition des leaders autoproclamés, d'extrémistes de tous bords, essayant d'asseoir leur notoriété par le biais d'injures, de menaces, d'appels à la haine, à la violence et au meurtre. Or, tuer des gendarmes ou des civils, kidnapper,
mutiler, molester, incendier, détruire les infrastructures publiques, empêcher les enfants d'aller à l'école ou les populations de vaquer tranquillement à leurs occupations, n'a jamais été dans aucun pays au monde source de légitimité pour représenter ou s'exprimer au nom des populations justement victimes de ces exactions. En démocratie, seule l'élection confère une telle légitimité. Mes chers compatriotes, les nombreuses consultations que je n'ai cessé de mener au sujet de cette crise m'ont permis de prendre la mesure de l'ardent désir des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de retrouver le cours normal de leur vie, de pouvoir de nouveau en toute sécurité exercer leurs activités économiques et sociales, de voir les réfugiés et les personnes déplacées revenir et les enfants retrouver le chemin de l'école. La récente tournée du Premier ministre dans les deux régions a permis de confirmer ce sentiment. J'ai la ferme conviction à cet égard que le moment est venu de mobiliser toutes les forces positives et constructives de notre pays, à l'intérieur comme dans la diaspora, pour que ces désirs deviennent une réalité. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation.